traditionnels qui sont là, disponibles, mais qui manquent peut-être d'un cadre légal ou d'une structuration de véhicules qui permet d'y aller. On va peut-être jump à la fin, mais les marchés des capitaux structurés, tu as tout ce que structuration vers la titrisation pour permettre de rendre les actifs immobiliers un peu plus liquides. Mais est-ce qu'il n'y a pas ailleurs, localement, ou ailleurs à l'international, où on va aller chercher de l'argent ou convaincre pour qu'il y ait des allocations un peu plus conséquentes sur notre secteur? On va peut-être faire le tour de l'autre côté. Ce que tu viens de dire, Tassim, est très, très intéressant, c'est vrai. J'ai eu, dans ce lieu antérieur, à travailler avec la Banque islamique de développement sur des soukouk. Et à chaque fois qu'on a eu, en tout cas les deux opérations du soukouk au Sénégal, chaque fois que ça a été lancé sur le marché, il y a eu des sursouscriptions. Donc on dépasse tout le temps le montant espéré. Donc ça veut dire que quelque part, il y a de l'argent qui est disponible quelque part qu'on devrait aller chercher. Et, on le voit d'ailleurs sur les opérations récentes qui ont été faites par des groupes privés comme Orange sur le marché, comme d'autres groupes immobiliers également. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est disponible quelque part. En tout cas, au niveau de notre groupe aujourd'hui, en termes de sources de financement, on essaie plus de toucher les institutionnels. On sait qu'aujourd'hui, tout ce que les fonds de pension, comme l'a dit tout à l'heure Hassan, les assureurs, certaines caisses ont des collectes très importantes et cherchent forcément à placer cet argent-là. Ils vont aller sur le marché, ils vont aller voir des fonds, etc. Aujourd'hui, dans l'immobilier, je pense qu'il y a un travail à faire sur la partie titrisation et peut-être essayer, en tout cas la partie liquéfaction de ces actifs-là. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, en tout cas ces acteurs-là savent que l'immobilier est très porteur, c'est un secteur qui est en pleine croissance, c'est un secteur qui est très rentable. Aujourd'hui, la principale, je pense, appréhension et crainte qu'ils ont, c'est si on investit aujourd'hui dans 5 ans, quelle est ma stratégie d'exit? Si je veux revendre ces actifs, comment je fais? Donc cette partie-là, cet élément-là est important, je pense, c'est la liquéfaction de ces actions. On peut passer par des SCI, on peut passer par la titrisation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs sur le marché qui ont un rôle important à jouer sur ces éléments-là. L'État, dans un premier temps, pour mettre en place un cadre légal qui permette cela. Les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation, aujourd'hui qui sont les intermédiaires entre les investisseurs et les produits de placement, d'investissement. Donc il y a vraiment un rôle à jouer sur cet aspect-là pour permettre cette liquéfaction et faciliter en fait la prise de part, la prise de participation sur ces produits-là dans le marché. Alors, moi, j'aimerais plutôt intervenir sur un point, parce qu'effectivement, je dirais que si aujourd'hui nous avons des problèmes de sources alternatives de financement, c'est bien parce que le marché local n'est pas réglementé. Et la réglementation, c'est le vrai sujet dans la mesure où aujourd'hui, on est en face des investisseurs qui ont pour but aujourd'hui de faire du business. Ils veulent des bons ou bien des investissements qui sont à des taux relativement beaucoup plus intéressants. Et on est dans un marché où aujourd'hui, on a un marché hypothécaire qui est inexistant. Alors qu'aujourd'hui, la force en fait de certains pays, par exemple comme le Ghana, la Tanzanie ou l'Afrique du Sud, c'est que tu as un organe central hypothécaire qui centralise tout ce qui est tout ce qui est opération hypothécaire, qui sécurise, qui permet donc aux entreprises d'avoir rapidement la possibilité de pouvoir avoir de la liquidité. Ça, c'est le premier point. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a un marché financier qui est existant, mais pour moi, qui ne prend pas
beaucoup de risques à pouvoir, je dirais, varier ses offres de services. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, nos établissements financiers, donc les banques, il faut qu'on se dise, ne maîtrisent pas le business immobilier. On a des chargés d'affaires qui y sont, qui essaient mais qui ne maîtrisent pas vraiment le business immobilier. Donc on ne pourra pas avoir en fait aujourd'hui un financement bancaire qui pourra accompagner nos entreprises. Ça, c'est pas possible. Je te challenge sur ça rapidement, mais est-ce que c'est à elle de jouer ce rôle? Parce qu'on parlait tout à l'heure de... Parce que ce dont tu as parlé tout de suite, c'est un mécanisme de sortie pour ceux qui rentrent en premier. Je pense qu'il y a une chaîne de valeur dont on ne parle pas assez, c'est la chaîne de valeur du capital lui-même. Est-ce que les acteurs locaux, parce que chaque acteur doit jouer son rôle dans la partition, enfin sa partition dans toute la chaîne. Il y en a qui viennent plus en amont, il y en a qui viennent plus en aval. Est-ce que c'est à eux, ces acteurs-là, d'accompagner dans le temps, ou bien est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui manquent, ou bien est-ce qu'il y a... Tu vois ce que je veux dire? Je dirais que le premier acteur, si vous voulez, c'est l'institutionnel, hein, c'est l'État. C'est l'État qui doit créer le dispositif dans un premier temps. Parce que si vous allez par exemple dans des pays anglo-saxons, l'État par exemple a imposé au fonds de retraite ou aux caisses de retraite sur toute la proportion au moins entre 20 et 30% qui doit être investi dans les véhicules immobiliers. Donc, quand on prend cette initiative, derrière, il faut s'assurer qu'on a la réglementation qui suit. Et quand on a la réglementation qui suit, on commence à avoir un marché qui est alloué, qui est beaucoup plus dynamique. Et en ce moment, on a des acteurs qui pourront aller vers cela. Et ça va permettre aux acteurs qui sont dans l'immobilier, parce que une compagnie d'assurance, son but, c'est pas de construire des maisons. Mais on aura par exemple des opérateurs qui sont dans l'immobilier qui sont relativement plus structurés, et ça va permettre aux entreprises d'avoir en fait des niveaux de gouvernance assez poussés pour permettre d'aller sur ces marchés en tout cas des capitaux. C'est un peu aujourd'hui, je dirais que ça réussit un peu sur le marché boursier traditionnel, mais la niche sur le segment immobilier est quasi exploitée. C'est vraiment très, très intéressant. J'aimerais peut-être faire une petite pause, entre guillemets, hein, pour présenter mon confrère Yacouba Koulibaly qui nous a rejoint. C'est vrai qu'il était censé y avoir 2 panels, mais finalement, comme vous avez constaté, on a fusionné les 2 panels en un. Voilà. Je vais laisser, je voulais réagir à ce qui a été dit tout à l'heure, mais je vais peut-être laisser à Yacouba aussi le soin de se présenter et puis on pourra continuer. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Vous avez compris que mon panel a été absorbé par le précédent et c'est tant mieux. Donc je suis Yacouba Koulibaly, je suis associé du cabinet Asafo. Je suis l'associé en charge de la pratique banque et finance. Et j'interviens ici pour partager mon expérience dans l'immobilier et dans l'hôtellerie avec vous. Merci. Merci beaucoup, Yacouba. Je voulais juste revenir sur 2 sujets qui ont été abordés, notamment la question du marché hypothécaire. Bon, c'est vrai que je comprends mon frère Ahmed quand il dit qu'il n'y a pas de marché hypothécaire. En fait, il y a une réglementation, il y a un marché hypothécaire, mais qui a du mal disons, à servir pour ce pourquoi il était conceptualisé. Nous avons notamment la Caisse régionale de refinancement hypothécaire, CRRH, qui est basée à Lomé, c'est ça? Ah oui, en plus, moi je dis moi, c'est vrai. CRRH, moi, qui est basée à Lomé, qui justement doit servir de caisse de refinancement des crédits, disons des engagements hypothécaires des banques. Mais encore faut-il qu'elle-même, la caisse, ait les moyens justement de ce refinancement-là. Or, malheureusement, sous notre pic, c'est toujours la même question. C'est celle des fonds, celle de l'argent, où on a des instruments qui sont mis en place, mais qui, par défaut de financement, et de financement à long terme aussi, pour eux, et comme disait Hassan, long terme et pas cher, enfin, abordable, voilà,
Le vrai sujet de l'immobilier, c'est financement long terme et abordable. Et donc, on a vraiment ce problème. Sinon, la caisse existe. Je pense qu'il y a certaines opérations qu'elle fait à la mesure de des ressources qu'elle a, mais il faudrait pouvoir trouver les moyens de l'abonder davantage pour qu'elle puisse prendre des engagements plus importants sur le sujet. Et pour ce qui est du marché de la titrisation, effectivement, on a également toute une réglementation aujourd'hui de titrisation avec des fonds communs de titrisation de créances qui peuvent être justement mis en place pour rendre plus liquide des engagements pris par les banques, puisque l'idée c'est de pouvoir rendre titriser de la créance, notamment immobilière des banques. Mais là encore, la réglementation de titrisation ici est sous le coup de la réglementation des marchés financiers. C'est-à-dire que la titrisation est un produit du marché financier, donc sous le coup des régulateurs du marché financier, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays où la titrisation c'est pas qu'elle est beaucoup moins réglementée qu'en Côte d'Ivoire, je dirais même dans l'UEMOA. Et donc du coup, ça peut aussi avoir certaines odeurs, certaines pesanteurs. Pour finir sur le sujet, c'est qu'il faut aussi comprendre qu'on est dans des environnements qui sont des environnements sous-régionaux ou en tout cas communautaires. C'est-à-dire que toute la réglementation bancaire et financière est une réglementation communautaire de l'UEMOA. UEMOA/UEMOA, parce que les deux communautés existent encore en parallèle, même si finalement on les confond et on a l'impression qu'ils font toutes les deux la même chose. Donc l'Union monétaire ouest-africaine et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois que 8 pays soient d'accord pour aller dans un sens ou dans un autre, ou pour modifier la réglementation, etc. Donc évidemment ça crée de la pesanteur. Pareil pour les compagnies d'assurance, par exemple, qui sont soumises aussi à des ratios de liquidité, des réserves techniques à faire et tout ça. Mais là-bas, elles sont soumises à la réglementation CIMA, la Confédération interafricaine de marché des assurances. Et donc, du coup, là-bas, c'est, je crois qu'ils sont 15 ou 16 pays qui doivent se mettre d'accord systématiquement sur les évolutions techniques et réglementaires. Donc, évidemment, il y a de la pesanteur. Par rapport à un pays, je prends un exemple, il y a des pays qui sont, disons, où certains pans du droit des affaires, de manière générale, relèvent d'un législateur. Et donc là, ça va assez vite. Mais nous, un gros pan du droit des affaires, que ce soit en matière d'assurance ou en matière de droit des affaires, des sûretés, tout ça, c'est du droit réglementaire communautaire. Donc du coup, il faut un nombre de pays plus important pour faire bouger les lignes. Donc ça peut... Mais bon, en attendant, ces gens-là, ils ne sont pas là. Mais on fait comment? Parce que, Hassan, pour rebondir un peu sur ce que Sini disait par rapport au financement même des financeurs ou bien des bailleurs, il y a un truc qui est intéressant qui est en train de se passer, par exemple avec la POD, avec le nouveau leadership qui est beaucoup plus conscient du fait qu'il faille aller chercher tout l'argent qui est là-bas dans les marchés internationaux, les centaines de milliards qui sont alloués à venir faire des investissements, mais qui ne trouvent pas preneur, donc qui sont juste ce qu'on appelle sur le sideline, dry power, ils attendent juste de venir investir. Ce qui est en train d'être fait et quelles sont les alternatives, je ne vais pas dire pour contourner, mais pour pallier à ces carences qui sont un peu plus structurelles, pour malgré tout trouver des moyens de financer des projets. Alors, je pense que la question est très intéressante et j'ai envie de dire que la réponse est dans la fin de ta phrase, c'est-à-dire pour financer les projets. Et ça, c'est un élément clé à prendre en compte parce que s'il y a une chose à rappeler, c'est que le secteur de l'immobilier il a une particularité. L'une de ces particularités, c'est qu'on est sur du greenfield, des projets naissants qui sortent de nulle part, si on peut le dire ainsi. Ce sont des projets également, comme on l'a rappelé, qui sont sur le long terme et donc finalement qui nécessitent qu'il y ait une forte confiance sur ces projets-là. Le deuxième point qu'il faut signaler, c'est qu'en termes de financement, il y a différents mécanismes. Donc il y a ce qu'on appelle corporate finance, qui est une forme de financement sur le bilan en partie, parce que bien qu'on regarde les flux de trésorerie futurs,
on regarde principalement le balance sheet, donc le bilan de la société. Et il y a d'autres mécanismes de financement qui sont plus adaptés au long terme, qu'on appelle project finance, donc le financement de projet. Et le financement de projet, il a pour vocation de pouvoir permettre de créer la rentabilité sur les revenus futurs et de sécuriser les investisseurs avec des revenus futurs qui sont certes hypothétiques, mais pour lesquels on a réalisé un certain nombre de diligences qui nous donnent des assurances. Donc, cela dit, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aller chercher de l'argent qu'il y a quelque part, mais qu'on n'arrive pas à capter aujourd'hui? La question à se poser, c'est qu'est-ce que ces personnes qui ont les fonds recherchent? Et moi, je me pose continuellement cette question-là. Généralement, ces personnes, qu'elles soient physiques ou morales, elles recherchent des placements sûrs. Quand on dit placement sûr, ça veut dire qu'on met de l'argent dans un actif qui est sur le long terme, qui peut être fructifié. Et qu'on regarde l'échantillon des solutions qu'on propose en général pour mettre en place des placements sûrs, on est sur des véhicules qui sont spéciaux. Un fonds de titrisation, c'est un véhicule qui est spécial. Un compte d'épargne, d'ailleurs, c'est un véhicule qui est spécial parce que c'est un compte duquel on ne peut pas retirer l'argent. On bloque l'argent pendant un certain temps et on est sûr qu'on peut tracer ce compte-là jusqu'à en tirer des revenus. C'est pareil pour d'autres types de véhicules. Et justement, dans le financement de projets, on parle de SPV, Special Purpose Vehicle, des véhicules spéciaux qui sont dédiés à des projets, ou de project company, donc compagnie, société de projet. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il faut repenser la façon dont on aborde les opérations immobilières aujourd'hui. Il faut sortir de cette approche-là qui va consister pour une société à aller chercher des financements sur son bilan pour faire des opérations qui vont se mélanger avec ses autres activités et plutôt aller sur des opérations qui sont, comme on pourrait le dire, stand-alone. Et pour faire ça, on va émettre un certain nombre de postulats parce que finalement, les types de financement, ils sont connus. C'est garantie, dette, fonds propres, subventions. C'est toujours les mêmes qu'on va combiner d'une manière ou d'une autre pour faire des montages qui sont intéressants. Donc on va chercher la garantie pour réduire le risque et pour augmenter la capacité à mettre de la dette avec un effet multiplicateur. On va chercher de la dette pour soutenir le projet, mais les fonds propres d'abord pour permettre de rassurer ceux qui veulent mettre de la dette, et des subventions notamment du secteur public. Pourquoi? Parce qu'il faudrait aussi que le soutien public soit une réalité. Donc une réalité soit à travers le foncier qui peut arriver de façon gracieuse via la subvention, ou bien également la subvention d'équilibre lorsqu'on est sur la commercialisation de la location. Donc pour revenir au sujet de façon concrète, je pense que pour aller chercher le financement, dans un premier temps, il faut aller sur des opérations d'envergure. C'est-à-dire qu'il faut être capable de créer des projets qui peuvent attirer des investisseurs long terme. Des projets qui sont spécifiques et qui sont portés par des véhicules spécifiques. Des sociétés qu'on créera spécialement pour des projets de grande envergure. Quand je dis projet de grande envergure, c'est des pôles urbains avec de l'immobilier à la fois résidentiel, de l'immobilier commercial et également de l'immobilier industriel et de services sociaux notamment. Pourquoi? Parce que si on prend les différents actifs de façon isolée, il y en a certains qui sont beaucoup plus rentables que d'autres. Donc il y a certains de ces actifs-là qui seront délaissés tout simplement parce qu'ils n'accordent pas une bonne rentabilité. Et donc ceux qui seront rentables seront financés et ceux qui ne sont pas rentables ne seront pas financés malheureusement, alors que c'est là où il y a le gros besoin, notamment sur le logement social et économique. Donc il faut combiner ça dans des opérations qui permettent de créer une péréquation, un équilibre. Cet équilibre-là va rassurer les investisseurs sur la capacité du projet à générer des revenus sur le long terme. Donc ça, c'est le premier point que je voulais mentionner. Pour rappeler le point, c'est clairement aller sur des pôles urbains, des opérations avec des véhicules spécifiques. Le deuxième point sur lequel je voulais mettre l'emphase, c'est la professionnalisation du secteur. Parce qu'aujourd'hui, professionnalisation que je lis aussi avec les aspects liés tout simplement à
la disponibilité de l'information. Donc on ne sait pas exactement dans quoi est-ce qu'on investit. Les acteurs ne sont pas réputés être experts et donc on a des difficultés à mettre de l'argent dans ce type de projet. Et puis peut-être le troisième et peut-être avant-dernier point que je voulais ajouter pour permettre d'aller chercher cet argent-là, c'est la solvabilisation de la demande. Comment on fait en sorte que ceux qui viennent acheter le logement, louer les espaces aient la capacité de remboursement des engagements financiers qu'ils ont par ailleurs. Et ça, c'est très important. Ça rentre dans le cadre des fonds de garantie qui sont notamment en train d'être mis en place par différents acteurs sur le marché, notamment le gouvernement. Et puis enfin, c'est généralement quand on crée ce type de véhicule, il faut des équipes derrière. Il faut des équipes qui ont la capacité à faire plusieurs choses, mais principalement à préparer des projets, les développer et les implémenter. Préparer parce que dans la préparation, c'est là où on a tous les aspects de structuration qui permettent de montrer que le projet il est sûr. Ensuite, les implémenter et les gérer parce que dans la gestion, c'est là où on a la commercialisation et on a la récupération des revenus. Et donc, même si tout en amont, on a eu à faire du bon travail et qu'on a pêché dans la partie aval, le projet ne portera pas ses fruits. Donc c'est tout un écosystème de sécurisation qu'il faut créer. Et une fois qu'on a pu marketer des deals de grandes envergures de cette façon-là, je pense que c'est possible d'aller vers des investisseurs avec des bons documents, des infos mémos, des pitchs qui permettent, eux, de lever des financements selon les différents mécanismes que j'ai spécifiés et qui seront dans des véhicules spéciaux, donc qui ne seront pas finalement altérés par d'autres activités, et on pourra tracer clairement la façon dont les fonds sont employés et les revenus qui sont tirés de ces projets-là. Merci beaucoup à ça. Je voulais qu'on puisse tirer avantage de la présence de Yacouba pour aussi capturer son expertise, sa grande expertise, notamment lorsqu'il était chez Afrexim Bank. Enfin, je te laisse avec Yacouba. Ok, merci beaucoup, Sidney. Alors, sur ce que vient de dire Hassan, la question de la structuration peut commencer avec des questions d'urbanisation. Et tantôt, vous avez parlé du rôle de l'État en ce qui concerne le foncier. Aujourd'hui, pour pouvoir faire ces pôles urbains-là, il faut avoir de la terre. Or, vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des terrains ruraux sont convertis en terrains urbains par des mécanismes qui sont menés par les communautés villageoises elles-mêmes. Et souvent, ce n'est pas à grande échelle. Ce sont quelques hectares qui sont confiés à un géomètre qui va faire le lotissement, n'est-ce pas, et qui va présenter au ministère. Ensuite, ces communautés rémunèrent le géomètre avec un certain nombre de terrains qui sont issus de ce lotissement. Donc ça crée deux problématiques. C'est que le géomètre qui est rémunéré en termes de terrain a tendance à optimiser ses gains en multipliant le nombre de terrains qui vont sortir du lotissement. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est le promoteur immobilier qui va aussi se lancer sur une opération comme ça, va aussi chercher à optimiser ses gains en multipliant les maisons qu'on peut bâtir sur ce terrain-là. Alors ça fait qu'il n'y a pas suffisamment d'espace, on va dire public. Les routes ne sont pas adaptées, il n'y a pas d'espace vert, il y a beaucoup de choses qui manquent pour un confort de vie sur ces lieux-là. Donc vous allez dans certains quartiers, j'en ai visité il n'y a pas longtemps, et vous voyez des ruelles où deux véhicules ne peuvent pas se croiser. Alors vous pouvez imaginer que les actifs qui sont bâtis sur ces terrains-là, ce sont des actifs qui sont dépréciés avant même d'être sortis des terres, alors que je crois que c'est l'un des rares, la pierre, c'est l'un des rares actifs qui s'apprécie avec le temps, contrairement à d'autres actifs comme les voitures, ou qui se déprécient au fur et à mesure que le temps passe. L'immobilier, la pierre est censée s'apprécier avec le temps. Donc un bâtiment qui a été bâti il y a un siècle peut avoir une très grande valeur aujourd'hui, bien il y a 10 ans peut avoir une très grande valeur aujourd'hui. Donc je dis tout cela pour dire que l'État doit, à mon avis, reprendre son rôle d'aménageur foncier. Et en tant qu'aménageur foncier, l'État va agir dans son rôle qui est celui de l'intérêt général.
Donc il n'agit pas comme un acteur privé commercial qui rejette des gains. Ou s'il cherche des gains, c'est des gains plus généraux, ce n'est pas en termes financiers. Et dans ce cadre-là, vous verrez qu'on aura effectivement l'espace foncier pour pouvoir faire des pôles urbains, parce que l'État, non seulement va mettre toutes les infrastructures qu'il faut, les espaces qu'il laissera pour... Même ça peut être pour un confort visuel. Dans certaines villes, quand vous rentrez, quand on parle de la beauté d'une ville, ce n'est pas l'enchevêtrement des maisons, ni du béton, mais il y a souvent certains espaces verts qu'on voit, il n'y a que de l'herbe, mais c'est agréable à voir parce que bon, ça fait partie aussi de notre appréciation de la beauté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que ça va aussi réduire les coûts, parce qu'on sait que le foncier constitue une grosse partie des coûts d'un investissement immobilier. Donc si l'État reprend vraiment le bâton de pèlerin sur on aura une meilleure beauté urbaine, on aura aussi de meilleurs coûts au niveau des investissements, parce que l'État pourra mettre ces terrains viabilisés et autres à la disposition des personnes qui veulent investir dans ce secteur-là. Donc en tout cas, ce sont quelques réflexions préliminaires que je voulais partager avec vous pour compléter un peu ce que disait Hassan. Et je confirme, effectivement, on a l'occasion de conseiller des promoteurs sur des pôles urbains, comme on appelle ça, des villes nouvelles. Et effectivement, là-dedans, vous avez un peu de tout, vous avez différentes classes d'actifs, hein. Vous avez l'immobilier de bureau, vous avez les hôtels, vous avez même des autoroutes, vous avez des centres de production d'énergie, vous avez tout ce qui concerne les télécommunications, il y a un tout là-dedans. Mais dans ces projets-là, nous avons eu un partenariat entre l'État et les promoteurs privés. Les privés seuls ne pouvaient pas, et dans le cas que j'ai à l'esprit là, c'est en RDC, l'État va apporter les terrains, mais on parle d'un projet sur 365 hectares. Donc vous imaginez que sur un projet comme ça, le privé ne pouvait pas seul supporter les coûts de l'investissement. Donc l'État apporte les terrains et le promoteur fait son affaire d'apporter les financements, ce qui fait qu'on est dans une dynamique où les investisseurs sont vraiment intéressés par le projet et chacun vient y regarde. On a déjà des entreprises sud-africaines qui ont montré un intérêt pour faire des autoroutes. Il y en a pour 130 km d'autoroutes qui vont relier la capitale Kinshasa à l'aéroport. Donc ils ont déjà manifesté leur intérêt pour faire les autoroutes. Et d'autres vont venir encore pour dire nous voulons faire les hôtels, d'autres vont venir nous voulons faire les centres commerciaux, et ainsi de suite. Mais là, sur 365 hectares, et effectivement, ce sont de fortes sommes qui seront mobilisées, et aussi sur le long terme. Vous avez des investisseurs de tous les pays qui sont intéressés par le projet. Donc j'adhère entièrement à ce que Hassan a dit. Et je pense qu'ici, nous devons réfléchir à des questions comme ça. On parle du Grand Abidjan, mais le Grand Abidjan, tel que vous l'avez vu, si on sort de l'Abidjan classique que nous connaissons, notamment où nous sommes, si nous arrivons à la Riviera 3 et que nous allons jusqu'à Belgerville, vous allez voir que c'est une succession de promotions immobilières et souvent on a du mal à voir la cohérence d'ensemble. Si vous mettez sur un point élevé, vous verrez que c'est une série de toitures que vous voyez qui sont rouges, vertes, enfin, peu importe les couleurs, mais vous verrez, ils sont enchevêtrés comme ça. Et lorsque vous allez sur le terrain, vous verrez que telle promotion, je ne vais pas donner le nom du promoteur, mais vous verrez que c'est une succession de promotions immobilières. Et les gens ne se sont pas concertés parce que chacun, sur son périmètre, c'est 10 hectares, c'est 50 hectares. Mais à la fin de la journée, en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la ville, nous ne voyons pas la cohérence d'ensemble de tout cela. Donc c'est là où l'État revient, mettre un peu de l'ordre, mettre de la cohérence et aussi en faisant baisser les coûts. Je vais m'arrêter là. J'aimerais peut-être juste rebondir un peu à ce qui a été dit. C'est effectivement le rôle important de l'État. Je pense que, je ne sais plus lequel d'entre nous a dit je crois que l'État devait reprendre son rôle d'aménageur. C'est quoi qu'il a dit, voilà. C'est vrai dans l'immobilier, de tout type d'immobilier en fait. C'est vrai dès lors qu'il y a un rapport au foncier dans les projets.
Parce que ce que l'État peut faire, et ce qu'on ne fait pas assez, mais je pense qu'il y a des initiatives, c'est vraiment que dans les PPP, dans les partenariats entre le public et le privé, que l'État comprenne davantage son rôle de sponsor. En fait, dans un PPP, quand on dit sponsor, on pense à la partie privée, effectivement. Mais en réalité, l'État est un premier sponsor. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir penser le projet, parce que finalement, ce sont ses besoins, les besoins de son administration ou les besoins de sa population. Donc, l'État doit pouvoir penser le projet, doit pouvoir sécuriser le foncier, mais au-delà de ça, doit pouvoir sécuriser toutes les autorisations administratives. Parce que c'est vraiment là l'un des problèmes des grands projets, ce sont les autorisations administratives. Où parfois, les règles sont faites de telle sorte que c'est un peu le serpent qui se mord à la queue. On va voir tel ministère, ils vont dire, mais est-ce que vous avez le papier de votre ministère? On va aller voir l'autre ministère, mais moi je ne peux pas donner ce papier, si l'autre. Et finalement, on se retrouve dans des situations pas possibles. Et ça, c'est très... ce n'est pas du tout rassurant pour un investisseur international, parce que, ça va lui faire perdre du temps, il n'a aucune visibilité sur quand est-ce qu'il va pouvoir avoir toutes ces autorisations pour pouvoir démarrer son projet, alors qu'il a le financement. Qu'il ait en fonds propres ou qu'il ait emprunté, le financement est disponible. Et il ne sait pas non plus combien ça va lui coûter, parce que toutes ces démarches-là, elles induisent des coûts qu'on peut comptabiliser et des coûts qu'il est difficile de comptabiliser, mais qui sont pour autant des coûts engagés. Et donc l'État doit effectivement pouvoir être un premier promoteur de ces projets. Et une des idées que souvent, quand on a l'occasion qu'on met sur la table, c'est que l'État doit pouvoir être, doit pouvoir concevoir un projet et ensuite le mettre aux enchères. C'est-à-dire que l'État crée une société de projet, sécurise le foncier, sécurise les autorisations, ministère de la salubrité, de la construction, toutes les autorisations nécessaires en fonction de l'activité. Ça va coûter, effectivement. Mais après, dit voilà, moi, j'ai juste besoin maintenant de quelqu'un qui apporte le financement et qui construit. Tout est déjà sécurisé. Qui est le meilleur disant, le mieux disant? Et c'est le mieux disant qui emporte le projet, mais à un coût qui permette à l'État, effectivement, de pouvoir au moins rembourser toutes les démarches et tous les coûts induits par ce projet-là. Donc, renverser un peu le PPP pour que l'État puisse avoir un rôle de sponsor initial avant de laisser la main aux sponsors privés derrière. Ce dernier point est super intéressant. Je rajouterai à ta liste sécuriser les revenus qui vont venir assurer la rentabilité pour les différents investisseurs ou les bailleurs qui ont pris part sur le projet. Avant de revenir à toi, je voulais juste profiter encore une fois de l'expertise de Maître. Vous avez dit quelque chose de super intéressant. C'était un grand frère aussi qui a fait cette réflexion un jour qui dit, par sa nature à préserver le capital investi et à générer un rendement, il dit l'immobilier est la classe d'actifs qui se rapproche le plus de l'obligataire. Donc c'est super intéressant ça. Mais ce que je voulais profiter un peu de votre expérience, c'est sur tous les projets que vous avez eu à faire. C'est lequel, est-ce qu'il y en a un qui a retenu votre attention dans l'ingéniosité dont il a fait montre dans la structuration du financement? Quels sont les différents acteurs et quels étaient les mécanismes pour pouvoir les sécuriser un peu dans cet investissement? Alors, je vais citer le cas d'un hôtel ici. Je ne vais peut-être pas donner le nom de l'hôtel. Mais quand j'arrivais dans la salle, vous étiez en train de parler de la problématique de la disponibilité des ressources long terme pour financer l'immobilier, parce qu'ils s'amortissent sur un long terme. C'est pour ça qu'il faut des ressources long terme pour pouvoir permettre aux promoteurs de non seulement bâtir, mais ensuite d'exploiter. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est le concept que Afrexim Bank a mis en place pour pouvoir financer les hôtels. Et c'est parce que Afrexim même était confronté à un problème en bas du statutaire. C'est une banque qui est chargée de promouvoir le commerce. Et dans la définition générale, une opération de commerce, c'est une opération qui doit se dérouler au plus tard sur 7 ans. Donc Afrexim a l'obligation, par sa politique de risque, de financer des actifs sur 7 ans maximum. Donc comme ils ont voulu se lancer dans ce secteur, ils n'ont pas la possibilité par les statuts de faire ce genre de financement. Ils ont fait une opération à double tiroir et qu'ils ont appelé le contour, qui s'appelle le contour construction et tourisme. Donc il y a deux opérations. La première opération qui est celle de construction,
Afrexim ne maîtrise pas le risque de construction. Ce n'est pas une banque comme Shelter Afrique qui est vraiment faite pour supporter ce genre de risque-là. Donc Afrexim a donc combiné le risque de construction avec le risque d'exploitation. Le risque de construction est donné à des banques qui sont mieux placées, ça peut être des banques locales ou des banques internationales, mais qui sont équipées pour déterminer et mitiger les risques de construction. Pendant cette période-là, Afrexim délivre une SBLC, une Stand-by Letter of Credit, au bénéfice de la banque qui finance la construction. C'est en général 3 ans, 36 mois. Donc, pendant cette période-là, la banque de construction décaisse les fonds au profit du constructeur à la demande du promoteur. Et à la fin de la période, il y a un certificat d'achèvement qui est émis par une structure de référence, je ne vais pas faire publicité, on va en citer. Et ce certificat d'achèvement-là est remis à Afrexim Bank avec une demande de paiement de la SBLC. Et en ce moment-là, lorsque Afrexim est satisfait des conditions de paiement de la SBLC, refinance en fait le crédit de construction et met en place un deuxième crédit qui est le crédit, c'est un crédit commercial parce qu'eux ils sont plus à l'aise avec ça parce que c'est ça leur métier aussi. Ils peuvent financer des opérations d'investissement sur 7 ans maximum, mais aussi ils peuvent aussi financer on va dire, des opérations commerciales. Donc voilà l'astuce qu'ils ont trouvée pour pouvoir donner une maturité plus longue aux promoteurs. Donc ils ont 3 ans pour la construction. Et si l'hôtel est achevé dans ces délais, c'est tant mieux. Ensuite, Afrexim met en place un crédit de 7 ans. Donc quand vous mettez les deux ensemble, vous avez une maturité de 10 ans. Mais entre nous, on peut convenir que même 10 ans, ce n'est pas suffisant, notamment pour un hôtel. Ce n'est pas suffisant parce que quand vous avez achevé l'hôtel, il faut par exemple 1 an d'exploitation pour que l'hôtel puisse avoir de quoi commencer à rembourser le crédit d'exploitation. Et donc en réalité, on lui donne une année de grâce après la construction. Donc si on veut vraiment regarder de manière stricto sensu, c'est un crédit qui va se rembourser sur 6 ans. Or, les hôtels, moi je parle ici, c'est un hôtel qui a coûté à peu près 60 millions d'euros, hein, donc à peu près 40 milliards. Donc c'est difficile, à vous convenablement difficile, de rembourser 40 milliards sur 6 ans. C'est difficile. Et je peux vous dire que ça n'a pas été possible. Donc le promoteur a dû s'adresser à Afrexim Bank pour restructurer la dette. Et Afrexim a dû accepter. Ouais. Mais je donne cet exemple-là, comme vous me demandez s'il y a un exemple en termes d'ingéniosité. Vous voyez, il y a beaucoup de contraintes, mais la réalité aussi c'est que bon, les acteurs, ils sont imaginatifs, ils sont à la recherche de solutions pour pouvoir contourner ou en tout cas régler, gérer les contraintes auxquelles ils font face. Mais ça ne règle pas le problème. Vous avez aussi en matière d'hôtellerie une des contraintes aussi qu'il y a, c'est l'exigence des banques que les fonds propres soient entre 40 et 60%, et 40 et 50%, pardon. Ouais, c'est énorme. C'est pas tout à l'heure, ensemble parlait des projets finance. En réalité, les ratios entre la dette et les fonds propres, c'est souvent 80 à 20% de fonds propres et 80% de dette. Maintenant, si vous allez jusqu'à 40-50%, vous imaginez ce que ça peut coûter. Et souvent, même quand on dit ces ratios de 50%, souvent même l'apport du terrain, il y a encore des débats. Les gens se disent, ah, mais est-ce que le terrain, est-ce qu'il veut vraiment du cash? Mais si le promoteur a 50% du projet en cash, je ne pense pas qu'il va encore trop regarder les banques. Peut-être qu'il va passer son projet pour pouvoir le faire à ses fonds propres. Donc, voici quelques exemples que je pourrais vous donner en la matière. Mais il y a aussi, voilà, un autre exemple peut-être que je peux vous donner, mais ici c'est localement. Là aussi, en faisant des études sur le marché, on s'est rendu compte que tout ce qui est foncier, VRD, est bâti jusqu'à un certain niveau, ça coûte 40% des coûts du projet d'un projet immobilier. Alors, certains investisseurs sur le marché ont eu pour ambition de pouvoir mobiliser ces 40%-là sous forme de fonds propres. Donc de développer le projet jusqu'à un certain niveau et ensuite solliciter les banques
prend le relais pour faire les finitions. Et à partir de ce moment-là, les banques de la place, elles sont plus à l'aise de prendre effectivement le relais parce qu'il y a quelque chose qu'on peut toucher là. Parce que aussi les problèmes majeurs dans ces projets immobiliers-là, c'est le foncier. Alors on a parlé du coût, mais il y a aussi tout ce qu'il y a comme démarche pour s'assurer qu'un bien qui était un bien rural est devenu un terrain urbain avec un titre foncier qu'on peut donner en hypothèque à une banque. Toutes ces problématiques-là sont là parce qu'on sait bien que dans certaines communautés, lorsque vous voulez acquérir un terrain, vous pouvez avoir plusieurs têtes. Vous avez affaire à A, demain X vient en disant non, non, mais ça, ce sont mes oncles qui devaient te vendre ça, mais pourquoi c'est ma tante et tout ça. Bon, tout cela aussi, il faut mettre dans les coûts du projet, parce que pour le promoteur, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc, il y a ces questions. Donc, les promoteurs auxquels je fais référence là ont décidé effectivement de gérer ces problèmes initiaux-là, ces problèmes de structuration de départ, jusqu'à couvrir 40% des coûts initiaux, avant maintenant de s'adresser aux banques commerciales qui vont maintenant prendre le relais. Et effectivement, le concept a été expliqué aux banques et elles sont beaucoup plus confortables avec ces schémas-là. Si ça prend de l'envergure, je pense que ça peut être une solution. En attendant qu'on ait des investisseurs qui viennent sur des projets neufs pour prendre des risques et effectivement apporter la liquidité dont notre marché a besoin. Merci, maître. Juste une précision sur la structuration d'Afreximbank, qui est super intéressante parce que, par exemple, moi, le marché américain que je connais mieux, tous les projets immobiliers en particulier sont structurés en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le construction loan, ensuite il y a le perm loan. Et il y a un mécanisme de passation entre les deux et des mécanismes de liquéfaction avec l'apport de différents types d'acteurs qui viennent un peu plus en aval après que le projet soit fini. Quels étaient légalement les mécanismes pour gérer deux risques? Afreximbank faisait du prêt en dollars ou c'était en devise ou en monnaie locale? Comment vous couvriez ça? Et aussi le risque de défaut dont vous avez parlé, si jamais l'exploitation ne couvre pas, est-ce qu'il y avait des mécanismes de couverture de ce risque? Avec Afreximbank, il y avait deux contrats. Il y a un premier contrat qui est signé entre la banque qui finance la construction et le promoteur et on va dire la société de projet. Donc vous avez ce premier contrat de crédit là. Vous avez un deuxième contrat de crédit qui est signé entre Afreximbank et la société de projet. Ce contrat aussi inclut la banque qui a financé la construction parce que l'intérêt pour cette banque-là aussi, c'est que même quand son crédit est refinancé, elle veut continuer à bénéficier, on va dire, de l'investissement, puisque c'est grâce à elle aussi que le projet a été fait. Donc, elle veut garder les comptes de la société de projet. Dans le cas d'un hôtel, il y a pas mal de revenus qui sont générés. Et cette banque-là reste dans le contrat Afrexim, mais en tant que banque teneur de compte. Elle n'a plus un rôle de prêteur, mais elle a un rôle de teneur de compte parce que Afrexim aussi a intérêt à ce qu'une banque locale de la place soit sur place pour pouvoir encaisser les revenus et pouvoir faire le dispatching nécessaire en termes de remboursement ou de paiement des différentes commissions. Donc dans le contrat de construction entre la banque locale et la société de projet, c'était un contrat simple. Par contre, dans celui d'Afrexim, nous avons un contrat avec deux niveaux. Donc il y a une première partie où Afrexim prend l'engagement, lorsque certaines conditions sont réunies, d'émettre la SBLC au profit de la banque qui fait la construction. Donc le donneur d'ordre, c'est la société de projet qui dit à Afrexim, émet cette SBLC au profit de telle banque. On va appeler ça banque Koulibaly, d'accord? Donc il émet la SBLC au nom de banque Koulibaly, qui est bénéficiaire et qui tient la lettre de crédit avant de commencer à décaisser, parce que ça aussi c'est sa première garantie. Cette banque aussi, au moment où elle fait les décaissements, elle tient toutes les sûretés, les hypothèques, les comptes, tout est dans la main de la banque de construction. Ou ça peut être aussi dans les mains d'Afreximbank, que vous désignez Afreximbank comme agent de sûreté, de manière à ce que quand Afreximbank refinance le prêt de construction, Afrexim garde toutes les sûretés. Mais on peut faire dans l'autre sens aussi, où la banque locale reste agent de sûreté, ça ne gêne pas. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que
au moment du basculement entre le crédit de construction et le crédit d'exploitation, le promoteur n'intervient plus. Ce n'est pas à lui de faire une demande spéciale, c'est la banque de construction. On a tous les modèles qui sont attachés, vous savez, dans la documentation type LMA, on a tous les modèles qui sont joints en annexe au contrat de crédit. Donc le moment venu, on prend chacun des modèles et on le renseigne comme il faut. Par exemple, au moment de présenter la SBLC à Afreximbank, la banque Koulibaly va renseigner en mettant la date et va rassembler tous les documents et notamment le certificat d'achèvement disant à Afreximbank, attendez, tu m'avais demandé de rassembler tous ces signes, je te les adresse. Comme toutes les conditions sont remplies, merci de payer la SBLC qui est là. Et lui envoie la photocopie. Et Afreximbank observe, se rend compte qu'effectivement toutes les conditions sont remplies et paye. Et pourquoi est-ce que dans le montage, on n'a pas voulu que la société de projet intervienne? Parce que la banque de construction ne veut pas être dépendante du bon vouloir de la société de projet. Parce qu'une fois qu'elle a décaissé, on va dire elle tient les points liés. On sait en matière de finance, c'est ça. Celui qui tient l'argent, c'est celui qui a le bénéfice. Donc quand la banque n'a pas encore décaissé, le promoteur va tout faire pour avoir l'argent. Mais une fois que la banque a décaissé, elle est un peu à la merci de son débiteur en réalité. Donc pour éviter ces schémas-là où des choses qui ne sont pas sous le contrôle de la banque de construction arrivent, elle évite qu'au moment du basculement, la société de projet est sur moitié. Donc tout cela est monté dès le départ. Quand la SBLC est émise, la banque de construction sait que si elle fait son travail jusqu'au bout, elle aura toutes les conditions pour se faire payer par Afreximbank. Et donc le moment venu, au moment du basculement, elle renseigne l'avis du paiement avec les documents et les envoie à Afreximbank. Et Afreximbank parle avec cette banque-là, et une fois que tout est bon, Afreximbank paye cette banque. Et en ce moment-là, le crédit est enregistré au nom de l'emprunteur. Il reste l'emprunteur d'Afreximbank en termes de remboursement. Voilà. Les mécanismes qui ont été prévus pour passer du crédit de construction au crédit de... Mais ça a été... ça nous a pris du temps parce qu'il y avait un concept au départ. Nous avons travaillé avec nos avocats qui étaient à Londres et notre chance c'était que l'avocat qui nous conseillait, c'est quelqu'un qui avait presque une trentaine d'années d'expérience dans la banque et qui connaissait à la fois le financement de projet et le financement du commerce. Donc ça a pris du temps pour pouvoir combiner tout ça dans un seul document. Mais ça a été fait. Donc je ne sais pas si parmi vous, certains ont eu l'occasion de voir les documents de crédit sur les contours. Mais si vous voyez un document, vous verrez que ça combine à la fois tous les éléments du crédit de construction, dans la partie où Afreximbank émet la SBLC, et dans le crédit d'exploitation, dans la phase où Afreximbank peut financer la banque locale et prendre le relais. L'un des gros problèmes sur ces deux deals-là, c'est le risque post-construction. N'est-ce pas? Le risque post-construction. Parce que le constructeur est censé gérer ce risque-là. Donc pendant la période de construction, on a un bureau de contrôle qui est là, qui suit tout cela. Mais la réalité, vous avez toujours ce qu'on appelle les risques cachés. Ça peut toujours survenir. Donc lorsque Afrexim prend le risque, le relais, Afrexim prend ce risque également. Donc Afrexim va toujours s'assurer pour que, effectivement, tous les éléments qui lui permettent de mitiger ce risque-là soient en place. Par exemple, les assurances décennales, la garantie décennale. Afrexim va s'assurer que cette garantie-là soit en place de manière que s'il y a un risque caché qui empêche, par exemple, une bonne exploitation de l'hôtel, qu'elle puisse se retourner contre la personne qui assure ce risque-là. Merci beaucoup, Yacouba. Je me demande si, à ce niveau-là de notre intervention, si on ne peut pas déjà peut-être faire tourner un micro et interagir avec le public s'il y a quelques questions qu'on peut prendre. Et puis on va continuer. C'était 10h30 passées. Il y a une question derrière là-bas.
Bonjour à tous. Je suis Moïse Metro, financier à la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire. Je suis chargé de suivi des produits financiers d'épargne, ancien gérant d'actifs financiers. Bien, je tiens d'abord aussi à remercier tous ces panélistes et la structure qui a eu à organiser ce salon. Alors, ce que je voudrais, c'est de rappeler que le problème de l'immobilier aujourd'hui en Côte d'Ivoire repose sur les 3 F. Le foncier, la fiscalité et le financement. Bien. Alors pour le financement surtout, vous avez vraiment donné beaucoup d'indicateurs, beaucoup de points vraiment qui sont très importants pour financer l'immobilier. Mais je pense aussi qu'en l'instar de ce que vous avez cité, on peut mettre en place un fonds de garantie qui va conforter les promoteurs, qui va conforter aussi les structures financières pour financer non seulement les promoteurs, non seulement aussi les acquéreurs. Donc maintenant, le problème qui va se poser, c'est comment alimenter ce fonds de garantie. Voilà. Comme il y a des experts parmi vous, je souhaiterais avoir quelques pistes de solutions pour pouvoir alimenter ce fonds de garantie. Et je pense que c'est un véhicule qui pourra vraiment faciliter le financement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour cette intervention. Il y a des mécanismes qui existent par ailleurs, au lieu de mobiliser encore de l'argent pour garantir cela. Il y a ce qu'on appelle les garanties financières d'achèvement qui existent, qui permettent en fait aux promoteurs de produire à l'investisseur pour dire que la durée de construction dure sur 3 ans et en cas de défaut ou en cas de dérapage sur le planning, cette garantie, elle fait face à cela. Donc il y a peut-être ce mécanisme-là à mettre en place via des compagnies d'assurance. Maître et maître vont me corriger si je me trompe, mais le mécanisme de garantie, il faut soit un actif derrière qu'on peut aller saisir, ou bien la signature, c'est la confiance de celui qui se porte garant. Je pense qu'on ne parle pas assez aussi, hier il y avait une question sur le rôle des assurances. Mais le rôle des assurances pour couvrir une partie du risque financier, je pense, n'est pas encore assez exploité dans nos marchés. Et ça va venir avec la maturation de tout l'écosystème financier. Les assureurs ne jouent pas encore assez leur rôle. Ils ont un rôle éventuellement de contribution de ressources financières, mais aussi un rôle de couverture de risque sur certains aspects financiers qui n'est pas encore assez exploité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, moi je suis curieux, parce que vous êtes de la CDC. Nous, enfin CDCI, c'est ça. Nous, on travaille beaucoup avec la CDC au Sénégal. Je suis curieux de savoir un peu, vous, ce que vous êtes en train de faire dans le domaine de l'immobilier et comment est-ce que vous contribuez un peu à cette problématique que nous... Je vous renvoie à la question, hein, je suis désolé. Tu veux qu'il me reprenne la parole, sinon on peut... Je pense que la question est intéressante, mais après il faut la penser sous plusieurs angles. Parce que finalement, on a besoin de beaucoup de choses dans l'écosystème. On a besoin, il a émis l'idée de mettre en place un fonds de garantie, ce qui est très utile parce qu'il faut réduire les risques sur les financements, mais on a besoin d'autres choses. On a besoin aussi de fonds propres, de dettes, peut-être de subventions également. Je dis ça parce que finalement, il y a 2 points à prendre en compte. Le premier, c'est si on met en place un fonds de garantie et qu'il n'y a pas de dossier bancable sur la table, ça ne sert à rien. Parce que le fonds de garantie n'a pas vocation à bancabiliser les projets. Pour plusieurs raisons. Parce que son business model n'est pas tourné vers ça. Si on regarde les différents véhicules de financement, on a le fonds de garantie, le fonds de dette, ou si vous voulez la banque, le fonds de prise de participation, et on a des sociétés. Le fonds de garantie a un système de revenus qui est basé sur des commissions qui sont relativement petites. Et donc, quand tu as des commissions qui sont petites, tu n'es pas en droit de mettre en place une structure avec des lots de charges de fonctionnement. Sinon, ça ne marche pas. Le fonds de dette ou la banque commerciale, c'est des taux d'intérêt qu'on juge relativement élevés, mais derrière, il y a de grosses équipes. Mais c'est un financement qui est
relativement sûr parce qu'il est basé sur le chiffre d'affaires qui est dégagé. Là où les fonds propres, eux, ils sont plus risqués. Et donc, quand tu mets en place un fonds de prise de participation, tu mets derrière une structure de fonctionnement qui demande beaucoup plus d'opérationnel pour aller chercher des retours qui sont plus élevés pour rémunérer ceux qui ont mis l'argent dans ces fonds de prise de participation. Je dis ça parce que finalement, il faudrait qu'on regarde l'écosystème dans son ensemble. Il ne faudrait pas répondre à la problématique de façon parcellaire. Il faudrait regarder tous les acteurs qu'on va mettre en place. Maintenant, pour répondre à la question qui a été posée, comment est-ce qu'on va doter le fonds de garantie de l'argent dont il a besoin? Je pense que la question est à la fois simple et complexe parce qu'il y a différents éléments à regarder et ça dépend de plusieurs choses. Le premier point, c'est finalement quel financement on veut apporter avec ce fonds de garantie pour garantir combien de projets à quelle hauteur de montant. Parce que la particularité du fonds de garantie, c'est qu'il a un effet multiplicateur. C'est-à-dire concrètement que si on met 1 franc pour garantir un projet et qu'on considère que le fonds de garantie a un effet multiplicateur de 2, on peut avoir levé une dette de 2 francs. Et encore, on peut démultiplier ce financement-là si la quotité du fonds de garantie n'est pas à 100%, c'est-à-dire que le fonds ne garantit que 70% du financement, par exemple. Maintenant, les sources de financement, c'est toujours les mêmes. Si c'est la caisse de dépôt et de consignation, il faudrait d'abord qu'il y ait un sponsoring, comme Sidney l'a dit, que l'État lui-même soit prêt à engager d'abord le financement pour qu'on puisse éprouver le modèle du fonds de garantie dans un premier temps. Pour être sûr que si on met des ressources dans ce type de véhicule-là, on peut avoir des retours sur investissement. Après, on pourra aller chercher d'autres acteurs qui ont vocation en fait à réduire le risque sur le financement de l'immobilier parce qu'ils ont dans leur proposition de valeur une envie de soutenir des objectifs liés au développement de la production de logements. Donc c'est toujours les mêmes, mais c'est les institutions financières de développement, par exemple la Banque mondiale, qui regarde beaucoup la question de la garantie, aussi bien sur l'offre, c'est-à-dire les sociétés d'aménagement, les promoteurs, les constructeurs, que sur la demande, donc ceux qui vont récupérer les biens par la suite et les payer selon un échéancier. Et puis les autres sources, c'est les fonds de pension, parce que le fonds de garantie il peut beaucoup intéresser des investisseurs institutionnels parce qu'il est relativement sûr en termes de placement. Le retour n'est pas énorme, c'est clair, mais il est relativement sûr sur des projets, d'autant plus que le fonds de garantie, on peut considérer qu'il vient pour réduire le risque, mais il ne prend pas beaucoup de risques, parce qu'il va aller sur des projets nécessairement qui sont bancables. Voilà, donc il ne prend pas le risque qu'il devrait prendre en guillemets, mais il a son utilité quand même. Donc c'est la précision que je voulais faire. Et puis après, je voulais aussi revenir sur ta question, peut-être après, sur les mécanismes innovants de financement qu'on a vus et sur lesquels on a travaillé. Je pense que Hassan a bien balayé la question sur le fonds de garantie avec sa vue sur l'ensemble. Mais je pense que les fonds de garantie doivent plutôt être, je pense, d'initiative publique, comme c'est pour garantir le financement de ces projets-là. Parce qu'ils viennent en aval, après que la structuration soit faite, on sait que la dette est rémunérée, les fonds en equity sont bien rémunérés, comme il l'a dit tout de suite, ce que les fonds de garantie gagnent, c'est finalement peanuts. Donc je pense que ça doit être une initiative publique et accompagnée plutôt par les institutions financières internationales et régionales. Alors pour la source de financement, on peut penser au budget de l'État, mais aujourd'hui il y a d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place, tels que le fonds de l'habitat qui est lancé au Sénégal, avec une taxe sur le ciment. Donc des choses, des mécanismes comme ça permettent de financer des fonds de garantie en accompagnement, en subvention ou autres des anciens. On peut mettre en place des fonds de garantie qui permettent de rassurer un peu plus les financiers. L'élément que je voulais également ajouter, c'est que vous avez déjà, en fait, notamment dans la sous-région, des fonds de garantie qui ne sont pas forcément bien sollicités. Mais vous avez AFG, qui est le African Guarantee Fund,
vous avez le fonds FAGAS, pardon, FSA, et donc vous avez plusieurs fonds de garantie en fait. Mais il faut comprendre leurs exigences pour savoir comment les aborder et comment arriver à leur présenter, comme disait Hassan, des projets bancables ou garantissables, en l'occurrence. Vous voyez. Donc il y a plusieurs mécanismes, parce que même ici en Côte d'Ivoire, et ça, je ne suis peut-être pas forcément le mieux placé pour faire l'histoire du droit des garanties en Côte d'Ivoire, mais il y a eu des mécanismes de garantie, même à l'époque du Fouet, mais qui n'ont pas forcément fonctionné, parce qu'il faut aussi pouvoir, à mon avis, s'intégrer dans une approche au moins sous-régionale, voire de plus en plus africaine. C'est-à-dire que là où vous avez un fonds comme le FAGAS ou l'AFG ou d'autres fonds qui sont des organismes internationaux, c'est eux qu'il faut, à mon avis, abonder le plus et alimenter le plus pour qu'eux ensuite puissent, dans les différents pays, jouer le rôle. Parce que finalement, qui les abonde? Il y a un peu de l'État, mais il y a surtout des grands bailleurs de fonds internationaux. Donc vous imaginez ces bailleurs internationaux aller analyser, parce que pour pouvoir les abonder, il faut comprendre leur modèle économique, il faut faire des due deals. Aller faire un due deal sur le fonds de garantie au Sénégal pour essayer de lui prêter peut-être 50 milliards. Aller faire un due deal sur le fonds de garantie au Togo pour lui prêter 40 milliards. Allez, vous imaginez l'exemple, on peut faire l'exemple indéfiniment. Alors que si vous avez des fonds régionaux ou sous-régionaux, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ils font une bonne due deal sur un nombre limité d'organismes et ils dimensionnent leur rapport par rapport à la zone d'intervention de cet organisme-là. Sinon, c'est très difficile, vous voyez. Donc, il faudrait aussi penser en fait à cette dimension. Je comprends, vous êtes à la Caisse de dépôt de consignation de Côte d'Ivoire, vous pensez à un fonds de garantie en Côte d'Ivoire, mais en réalité, je pense qu'il faut être à un niveau peut-être sous-régional pour mutualiser les forces et les ressources. Juste rajouter quelque chose, je pense que dans cet écosystème qui est déjà fortement éprouvé, une floraison de mécanismes en termes de garantie ne saurait prospérer. Nous, au GIBTP, on a signé une convention avec le FSA et j'ai eu l'occasion de pousser les échanges avec eux. Le premier constat, c'est que c'est un mécanisme qui n'est même pas connu, bien connu des différents partenaires. Ça, c'est le premier point. Elles ont une surface beaucoup plus large, jusqu'à pratiquement un peu plus de 100 milliards de francs CFA, qui a été logé pour les entreprises du secteur du BTP. Mais en termes d'actionnement même, c'est difficile parce que la plupart du temps, c'est que le FSA se relaie aux banques locales qui les accompagnent. Donc, naturellement, pour pouvoir diminuer le coût de structure, en termes de pilotage de due deal. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le FSA aujourd'hui, la condition pour pouvoir toquer, il faut que le projet soit bankable, parfait. Et là, c'est un peu ça le problème. Il faut que les entreprises elles-mêmes aient des projets qui soient relativement bien structurés. Et puis maintenant, le fonds de garantie, en réalité, pourra servir d'appoint. Sinon, on pourra, si les banquiers, on pourra aller directement avec le partenaire bancaire pour pouvoir minimiser ces coûts-là. Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter sur la question. D'autres questions? Donc, Olivier Dadieu, DG de Smarting Capital, une société de conseil en investissement immobilier. Alors, je me demandais s'il y avait des gens de l'État dans la salle, parce qu'on a beaucoup parlé de fonds de garantie, je n'ai pas vu de réaction du tout, alors que hier, on a entendu que cela, il y a une réforme en décembre, il y a un élément de fonds de garantie que l'État a introduit, qui va commencer, il y a de la parafiscalité, on a cité 3 produits qui vont venir alimenter cela. D'abord, je supposais que notre ami de CDC soit au courant, et en plus, on revient quand même là-dessus, au niveau local, je pense que ça faisait partie des 4 grandes réformes qui ont été annoncées comme engagées par l'État de Côte d'Ivoire en décembre, même si la mise en œuvre n'est pas encore totalement effective. Mais il est prévu un fonds de garantie qui sera d'abord davantage orienté vers l'accompagnement de ces classes, la classe sociale et les logements sociaux et économiques.
Donc, il y a un fonds de garantie, ça reste peut-être insuffisant, mais je pense aussi que le FSA, comme on le dit, n'est pas très connu des autres acteurs. Peut-être que c'est à l'occasion qu'on a compris un peu, c'est ce côté-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fait pour qu'on ait davantage d'informations. Parce que le premier réflexe des promoteurs, c'est de se diriger vers la banque. Quand on a un projet, on a l'habitude d'aller vers la banque. Qu'est-ce qui peut amener un promoteur à trouver d'autres informations? Est-ce qu'on a la culture, et ça maintenant, tout le monde a la salle, est-ce qu'on a la culture d'aller vers des conseils, au-delà de ce qui est traditionnel comme la banque? Comment est-ce qu'on aura une information? Comment est-ce qu'on ira avec quelque chose dont on ne connaît pas l'existence? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour davantage vulgariser ces mécanismes-là, qui peuvent exister, qu'on peut côtoyer depuis des dizaines d'années, mais qu'on ne sait pas? Merci. Ahmed ou Maître, je ne sais pas si vous... Oui, ok, alors là-dessus, je crois que on a parlé de beaucoup de choses, mais je crois que nous, en tant que conseil, on n'est peut-être pas bien placé pour demander aux acteurs de venir vers nous. Voilà. Je crois que l'une des recommandations qu'on pourrait faire, c'est que les acteurs, les promoteurs s'entourent de professionnels dans chaque secteur. On a parlé de structuration. Dans la structuration financière, il y a beaucoup d'aspects juridiques. Et donc, si vous vous adressez à un conseil financier pour vous aider à monter votre dossier, parce qu'on parle de bancabilité, mais il est rare qu'un promoteur puisse seul faire un dossier bancal. Ce sont les conseils qui vont vous dire voici ce que les banques attendent. En fait, quand on dit bancabilité aussi, peut-être il faut mâcher un peu le mot, c'est-à-dire un dossier qui soit accepté par un banquier. Et quand je dis accepter, c'est pas vous rentrez dans la banque, il prend le dossier, il dépose sur son bureau, c'est pas ça. C'est juste un dossier dans lequel le banquier regarde, il identifie facilement les risques, et puis en face de chaque risque, il y a la matrice des risques. Donc en face de chaque risque, il y a une proposition, une solution pour mitiger, pas pour annuler le risque, parce que le risque zéro n'existe pas. Et ce sont les conseils qui peuvent vous aider à rendre vos dossiers bancables. Et si vous vous adressez à un conseil financier, je pense que naturellement, il va vous dire il faut qu'on amène avec nous un juriste, un avocat qui nous assistera sur les aspects de structuration juridique. La structuration juridique, il y a la question des véhicules, Alassane en a beaucoup parlé. Les véhicules, on pourra vous dire quels sont les véhicules qui sont adaptés, quelles sont les formes juridiques adaptées pour tel ou tel type d'investissement. Et aussi, comme vous parlez maintenant des FSA, nous avons effectivement ce réseau aussi, parce que on fait banque et finance, mais vous comprenez que ça inclut aussi tous ces fonds de garantie et comment ces institutions-là travaillent. On peut aussi effectivement ouvrir notre réseau aux professionnels du secteur, parce que on a l'avantage d'avoir non seulement touché à beaucoup de secteurs, mais aussi d'avoir couvert beaucoup de zones géographiques, que ce soit en Afrique ou au-delà. Et je crois que c'est un capital qui est disponible. On peut pas, la profession nous interdit de faire de la publicité, mais lorsque vous avez l'occasion de travailler avec quelqu'un qui nous connaît, naturellement, on va vous ouvrir notre réseau. On ne dit pas qu'on va résoudre tous les problèmes, c'est pas ça la prétention, mais c'est de dire que quand on regarde dans cette panoplie de gens que nous connaissons là, quels sont ceux qu'on peut amener sur tel projet pour aider le promoteur. Parce que si le promoteur fait son projet, c'est chacun de nous qui va dire oui, j'ai travaillé là-dessus. J'aime bien prendre l'exemple de certains bâtiments à Abidjan. Ici, vous avez vu, il y a pas mal de villas ou bien d'immeubles qui sont inachevés. Si un architecte a travaillé dessus, il ne vous montrera jamais ce immeuble et dit oui, j'ai travaillé sur ça. Mais par contre, quand c'est achevé comme ici, chacun viendra dire oui, mais tout là, c'est nous qui avons fait le design. C'est la même chose pour nous. En tant que prestataire, on ne se vantera pas de quelque chose qui n'a pas été achevé. Donc notre intérêt aussi, au-delà de l'intérêt financier immédiat, c'est que sur le long terme, on dise oui, mais c'est tel conseil qui a travaillé là-dessus. Donc il y a un certain nombre de gains qui peuvent être partagés. Nous apportons l'expérience et aussi le réseau. Et puis, FSA, c'est le Fonds de solidarité africaine, mais il y a d'autres fonds aussi qui existent, pas seulement en Afrique, même au-delà, on a beaucoup d'autres institutions financières qui s'intéressent, les gens cherchent des opportunités d'investissement. Beaucoup de gens nous interrogent régulièrement
maître, est-ce que vous avez un promoteur ou bien quelqu'un qui a telle chose? Il y en a qui veulent acheter par exemple des hôtels qui ont fonctionné avant le plan d'exploitation. Hein, comme certains se sont enrichis dans la reprise d'entreprises en difficulté. Vous avez fait Bernard Tapie, s'était enrichi comme ça. Il avait ce don-là de trouver une entreprise qui était moribonde, de la ressusciter et de la revendre en se faisant de l'argent sur la plus-value. Donc il y a des institutionnels, il y a des investisseurs qui recherchent des choses comme ça. Et souvent ils passent par nous parce que bon, ils nous interrogent pour dire quel est le cadre juridique en Côte d'Ivoire, mais après le cadre juridique, ils veulent savoir quelles sont les opportunités. Et c'est souvent en partageant les informations que chacun aussi finalement peut gagner son pain. Vous faites votre projet et nous aussi nous fournissons nos services et nous gagnons nos prix. Est-ce que je pouvais... Il y aura une question sur ça. Alors, je viens du secteur bancaire, donc pendant 18 ans, et la question souvent quand on demande à certains promoteurs, dans certains cas de dossiers spécifiques comme ça, justement de solliciter des professionnels, ils disent, est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est accessible? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Parce que c'est la question que beaucoup se posent souvent et on se dit que c'est pour les autres, c'est pour les très très grands projets. Alors, bon, peut-être je vais laisser mes collègues Je peux dire un petit mot et puis après je laisserai les autres panélistes ajouter quelque chose. Ce que je voudrais dire, c'est que la question que les gens se posent, c'est plus une question qui est liée finalement au coût de la prestation, pour le dire de façon très concrète, parce que certains promoteurs estiment ne pas avoir les moyens de pouvoir s'offrir ce type de prestation-là. Je pense que Yacouba a dit quelque chose de façon très brillante, c'est que lorsque le projet réussit, nous aussi on y trouve notre compte quelque part, parce qu'on travaille non seulement pour l'impact, mais aussi pour voir la réussite des projets et accessoirement, pas principalement forcément, pour gagner notre vie. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette question-là revient à une autre qui concerne en fait la façon dont on est prêt à accompagner des projets sans toutefois alourdir la charge financière des projets, tout simplement. Et donc nous, aujourd'hui, en tant que conseil financier, on a des mécanismes qui nous permettent de prendre le risque avec des promoteurs. Parce que ces promoteurs-là, ils recherchent principalement du financement. Et nous, on est capable de les aider à structurer le projet sur la base d'une contrepartie qui n'est pas très élevé, mais avec un niveau de rémunération qui est lié au succès de la levée de fonds, notamment. Et donc, à travers ces mécanismes-là, qui sont par ailleurs inclus dans le financement qu'il faut lever, et c'est comme ça qu'on est structuré, qu'on fait les modèles financiers, on permet aux promoteurs de ne pas alourdir sa charge financière et de pouvoir payer les prestations de services une fois que concrètement le financement a été bouclé. D'accord? Et donc, nous, c'est le risque, c'est aussi notre pierre qu'on apporte à l'édifice en prenant ce risque-là. Et je vais rassurer tous les acteurs dans la salle qu'on est capable, dépendamment, bien entendu, on va dire, de la pertinence du projet, de prendre des risques qui sont mesurés et de trouver des modalités d'accompagnement qui permettent à tout un chacun d'être à l'aise dans son activité et sa tâche. Très rapidement, je voudrais dire que au sein de notre groupement, on a eu la chance d'avoir des entreprises qui ont été accompagnées par des conseillers financiers. Et pour dire qu'en termes d'agilité, c'est vraiment beaucoup plus fluide et intéressant. Parce qu'ils sont au cœur même du projet. Et vraiment, en tout cas, ça a été des succès. L'année dernière, on a 3 à 4 entreprises qui ont eu des opérations diverses d'entrée en capital, tout ça. Ça s'est super bien passé. Pour dire aussi que aujourd'hui, la tendance est que ce qui fait peur, c'est vrai, c'est les frais. Les frais qui demandent. Bon, en général, même quand on structure un financement bancaire, pour la mise en place, on paye 1%, 0,5 quand même. Donc,
je dis c'est ce qui est normal. Et avec, où je parle de flexibilité, avec les cabinets de conseil, on peut moduler même, avoir des petits cours à l'entrée et puis sur les success fees, avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc moi, j'aime cette approche-là, d'aller vraiment au contact de ces cabinets de conseil parce que ils ont de la ressource, de la matière, de l'expérience sur certains deals où véritablement ça aide en fait les structures à éviter de se casser la tête. Donc par expérience, j'encourage. Et il ne faut pas avoir cette barrière du prix. Je ne vais pas faire une promotion, je vais m'arrêter. Moi, je pense que l'architecture autour du promoteur est importante. Se faire accompagner par les experts dans les domaines différents, pour moi, c'est la clé du succès. Avoir un très bon avocat, avoir un bureau de contrôle de qualité, un conseil financier, un conseil juridique. Enfin, l'architecture autour est très importante. Alors, le conseil financier, son accompagnement ajoute de la valeur, ça c'est sûr. Maintenant, en fonction de la taille du projet, on peut juger sa pertinence ou pas. Après, aujourd'hui, nous avons beaucoup de promoteurs qui développent en interne cette capacité-là. Donc, qui recrutent des modélistes et qui font ce travail de structuration et de levée. Mais cet accompagnement-là, pour moi, est nécessaire pour le succès des projets. Une chose. Ce que je voulais rajouter, c'est pas que les petits qui ont peur. Même les gros n'aiment pas payer parce que c'est cher. Donc, je voulais vous rassurer par ça. Mais vous dire aussi que même pour les gros, ce qui est important aussi, c'est que ça puisse être rentable, que ça puisse être dans les délais du marché, dans les taux du marché. Donc c'est des prestations qui sont nécessaires. Et la difficulté qu'on rencontre le plus dans notre région, c'est la fiabilité de la donnée, l'obtention de la bonne donnée. Et ça, c'est un vrai problème, parce que l'absence de données nous retarde la décision et complique la décision et nous amène à prendre d'autres sécurités par ailleurs, pour dire peut-être qu'on est trop timide sur certains sujets alors qu'on sait qu'il y a un marché, mais on n'a aucune donnée fiable. Donc je pense que là aussi, peut-être tous ensemble, il faudrait qu'on trouve le moins via Propertico qui est très précurseur là-dessus, pour qu'on puisse avoir des données fiables. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, comment on peut savoir le vrai prix d'un terrain à Abidjan. Aujourd'hui, on le dit, c'est à 10 millions, et on ne sait pas. Peut-être quelqu'un d'autre va dire c'est 15 millions. Et du coup, ça retarde. Et pour les investisseurs internationaux, c'est très compliqué. Quelqu'un qui vient 2-3 jours à Abidjan, comment lui expliquer qu'il va parler à 2-3 personnes, l'autre va lui dire c'est 10 000, l'autre va lui dire c'est 15 000, il va dire ok, j'attends d'abord un peu. Et je veux dire, même dans l'exploitation, aujourd'hui, sur les revenus, on n'a pas vraiment de taux de référence sur les loyers pour savoir comment on peut faire évoluer les loyers. Donc ça fait toujours un gros débat lorsqu'on est face à des clients pour dire que on va augmenter le loyer, mais peut-être que le marché il va baisser parce qu'il y aura peut-être plus de construction. Mais il faudrait encore plus d'éléments là-dessus pour qu'on puisse se dire à un moment on a un indice de référence du loyer qui va permettre de sécuriser. Parce que sinon ça complique. Je voulais aussi, évidemment, en tant que conseiller juridique, avocat, je ne peux que encourager tous les promoteurs et les clients à recourir à nos services. Comme disait Yacouba, en réalité, les gens pensent souvent que le cabinet juridique, bon, c'est ceux qui ne font que gratter le papier et dire oui, la loi dit, la loi dit. En fait, pas que. Nous avons des réseaux, nous sommes des grandes oreilles en réalité. Les juristes, les cabinets juridiques sont des grandes oreilles. Beaucoup de choses passent par nous. Évidemment, on ne fait que ce pourquoi on est habilité, mais en réalité, on sait énormément de choses et on peut vous aider par le réseau à dire, ok, si vous voulez un conseil financier, allez voir mon ami Hassan. Si vous voulez un expert en valorisation de terrain, allez voir mon ami William Vela. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous donne un exemple. Vous savez que si vous allez voir un financier avec une société avec un capital de 1 million de francs CFA, ben, ce n'est pas la même chose que si vous allez voir un banquier avec un capital de 5 millions. Et ce n'est pas la même chose que si vous allez voir un capital avec un capital de 10 millions. Parce que tout de suite, il se dit, ok, s'il a mis 10 millions de capital, c'est que lui-même il prend son projet. Il ne veut pas compter sur mon argent pour travailler. Il a déjà mis quelque chose.
Donc vous pouvez me dire, mais maître, j'ai pas 10 millions à mettre dans la société. Je dis, mais calmez-vous, on va réfléchir ensemble. Vous montez la société avec un capital de 10 millions, mais la loi vous permet de ne libérer qu'une partie. Ah oui, d'accord, eh oui. Donc vous allez en réalité pouvoir libérer un quart au moment de la Constitution. C'est pas la même chose. Mais ce qui est affiché, c'est 10 millions. Même si en réalité, l'argent que vous avez mis, c'est peut-être 2,5 millions ou 3 millions. On habille la mariée là, parce qu'elle doit aller se présenter devant le banquier. Mais c'est très important. Et c'est en travaillant avec vos conseils, de manière, disons, proche, vraiment, que vous pouvez voir la valeur ajoutée. Ça a l'air de rien, mais en réalité, ça fait une différence. Vous voyez? Donc vraiment, n'ayez pas peur d'approcher les conseils de toute nature, juridiques, financiers, techniques. Ça peut vraiment apporter la valeur ajoutée à votre projet et vous faire gagner du temps et donc de l'argent. Merci Sidney, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin du panel. Je voudrais juste, je suis désolé parce que je sais qu'on va me prendre le micro, William, ça vous dérange pas parce qu'on m'a annoncé là il me reste 5 minutes. Donc je ne sais pas si peut-être, avant de prendre la question, pour revenir un peu sur le sujet liquidité des actifs immobiliers, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais un mot de la fin de la part de chacun. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser plus de ressources plus longues pour financer ces projets? Et une question qui n'a pas été traitée, j'aimerais peut-être un avis si quelqu'un en a, sur la mobilisation de fonds extérieurs et comment est-ce qu'on couvre ce risque, ce risque de FX. Peut-être on va commencer par toi, Sidney, on va finir ici là. Un mot de la un mot de la fin, effectivement, bon, ce serait difficile de faire un mot de la fin, mais ce que je retiens de tout cela, c'est qu'il faut trouver un forum encore plus poussé, peut-être plus entre guillemets discret, ou voilà, un forum de travail. Là, c'est un forum de vulgarisation, il faut un forum de travail avec tous les acteurs, parce qu'on s'est rendu compte que l'immobilier, comme tous les secteurs, d'ailleurs, sont des écosystèmes. Et dans un écosystème, il faut que chacun sache son rôle et comment les autres interagissent pour que lui aussi puisse adapter sa situation. Alors, je voudrais rebondir, avant de répondre à la question sur tout à l'heure, la question d'aménagement qui a été posée. Je pense que nos États ont un réel important à jouer sur l'aménagement des territoires. Aujourd'hui, on parle par exemple au Sénégal des actes, des zones d'aménagement concertées, des pôles urbains, etc. C'est des visions partagées par les gouvernements, les États, dans des plans de développement et autres. Maintenant, pour la concrétisation, chaque acteur, je pense, a un rôle à jouer. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple du pôle urbain de Diamniadio, c'est un peu comme si l'État l'a imposé dans le pays aujourd'hui. Ce projet de nouvelle ville est en train de devenir une réalité. C'est un peu ce que David Easton appelle l'allocation autoritaire de valeur, avec des projets structurants autour aujourd'hui qui ont été développés, l'autoroute à péage, le TER, le stade, la sphère ministérielle, le siège des Nations Unies. Donc tout est fait pour que cette ville soit attractive aujourd'hui et permettre aux développeurs de faire des projets qui ont un sens. Alors, l'État attribue le foncier aux différents promoteurs, mais si ce n'est pas organisé, ça risque de devenir un Dakar 2. Parce que les gens vont avoir leur maison, à côté, quelqu'un va un jour se décider à faire un immeuble, donc raser tout, faire un immeuble, c'est pas très aimable d'avoir sa maison et à côté, on a un immeuble juste. Donc il faut une certaine organisation, une certaine harmonisation, une certaine mutualisation pour que les promoteurs travaillent un peu de manière concertée pour faire un projet de ville qui a un sens, qui est mixte et qui répond à toutes les composantes en fait d'une ville, avec du social, du commercial, etc. Après, de notre côté, les financiers ont notre rôle à jouer également. C'est qu'aujourd'hui, quand on va sur un gros projet immobilier, par exemple un des projets qu'on est en train de développer, les grands investisseurs vont plus être intéressés par l'immobilier commercial, centre commercial, hôtel, mais pas du tout le résidentiel. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire sur cet aspect-là également pour
capter des types de financement qui permettre de financer tout ça. Pour le mot de la fin, je pense qu'il y a un travail d'organisation à faire, il y a un rôle de l'État, mais il y a aussi un rôle des promoteurs, je pense, qui doivent essayer de travailler en lobby, comme on disait tout à l'heure avant de rentrer dans la salle, parce que cet aspect-là va profiter à tous les promoteurs finalement dans une zone donnée, un pays donné. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Moi, je voulais juste, dans un premier temps, aborder dans le même sens que Maître Sidney Domoro, pour dire qu'il faut vraiment pousser la réflexion de façon à avoir une approche globale et systémique sur la question, en mettant autour de la table les acteurs publics, parce que, in fine, c'est eux qui tiennent que le bouton, et puis nous, privés, qui voulons faire le business et confronter un peu nos idées afin de pouvoir avancer. Et surtout, après, c'est beaucoup plus travailler sur le cadre réglementaire. Et c'est de là que, évidemment, on pourra avoir ou insuffler un dynamisme sur notre marché financier, même pourquoi pas réfléchir sur un segment, je dis par exemple un véhicule, segment obligataire sur tout ce qui est infrastructure, de façon à ce que quand même on puisse avoir des ressources sur le marché financier destinées aux obligations sur les infrastructures pour pouvoir vraiment résoudre ce problème de financement. Et surtout, ça nous aidera parce qu'on est sûr que c'est une élection monnaie locale. Et ça, c'est très important. Et comme on l'a dit, on est prêt à vraiment s'associer à ce genre de rencontre-là et que ça puisse prendre des formes beaucoup plus grandes pour qu'on puisse vraiment creuser la question. Et en tout cas, merci. Merci beaucoup. Donc je vais m'essayer aussi à cette question-là. Je vais peut-être prendre ta dernière question et revenir sur les mots de fin. Tu as demandé comment aller mobiliser du financement à l'extérieur. Et il y a eu pas mal d'éléments qui ont été donnés comme précision, clarification par rapport à ça. Je vais prendre l'exemple d'un projet spécifique qui est un projet d'à peu près 100 milliards de francs CFA pour lequel finalement les promoteurs ont engagé une certaine responsabilité, mais ont quasiment tout financé, je dis bien presque tout, sur de la dette. Donc nous, on a accompagné la structuration de ce projet-là. Comment ça a été fait concrètement? Il y a eu le promoteur qui est finalement une société qui a une certaine réputation et également des actifs. Donc le promoteur, sachant qu'il doit apporter une partie de fonds propres, n'a pas apporté des fonds propres, mais a plutôt fait un prêt d'actionnaire à la société. Et comment ils ont fait le prêt d'actionnaire? Ils ont emprunté. C'est un projet sur lequel ils doivent, donc c'est un projet qui n'est pas encore finalisé, mais sur lequel ils doivent se retirer, en tout cas se désintéresser sur 10 ans. Et donc le promoteur a pris un prêt d'actionnaire de 4 ans, dont 2 années de différé. Et les 2 autres années commencent à être remboursées une fois que l'exploitation du projet se met en place. Donc finalement, ce prêt d'actionnaire-là, il a été géré entre le promoteur et la banque pour introduire du financement qui est presque des fonds propres dans un véhicule spécial. C'est le premier point. Le deuxième point, ils sont allés chercher une dette finalement à un coût qui est très bas, qu'on a accompagné à structurer, donc à moins de 2%, qui est passé par une agence de crédit à l'export. Donc qui dit agence de crédit à l'export pose des problématiques aussi de taux de change. Taux de change parce qu'on posait la question de savoir si le financement allait se faire en euros, en dollars ou en francs CFA. Mais l'innovation qui a été trouvée, c'est de faire passer ce financement-là, donc cette ligne, par une banque locale. Une banque locale qui est une banque solide et donc qui, elle, prend l'argent de l'agence de crédit à l'export, la prête en monnaie locale et après gère ses différentes affaires, le risque avec l'agence de crédit à l'export. Donc ça, c'était relativement innovant. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que dans ce projet-là, il y a eu un soutien de l'État parce que l'État a accepté de co-emprunter avec le promoteur l'argent qui venait
de l'agence de crédit à l'export. Et donc, ça réduit le risque significativement. Et ça permet de montrer que le soutien public dans ce type de projet est aussi une grosse garantie pour avoir des financements à des coûts compétitifs. Donc je pense qu'en termes de bancabilité, c'est un projet qui était très bancable parce que finalement c'était un PPP à paiement public. Et donc qui dit PPP à paiement public dit que les loyers qui vont être payés sont plus ou moins assurés, mais il y a quand même des risques. Et donc ça c'était pour répondre à la question comment aller chercher mobiliser des fonds extérieurs. Ce qui m'amène à mon dernier point pour dire ce que j'ai à dire finalement, c'est que pour moi le premier volet c'est d'arriver à des projets qui sont bancables. Parce que pour moi c'est la fin de la chaîne en fait, mais c'est le début. Pourquoi la fin de la chaîne? Parce que quand on part vers les financeurs, on a souvent l'impression dans la croyance commune qu'on part vers les financeurs sans présenter quelque chose de concret à financer. Alors qu'il faudrait que tout ça soit déjà très bien ficelé, qu'on ait une vision et un regard qui soit profond et accentué sur la chose. Donc pour moi c'est le premier point, construire des projets qui sont très bancables avec des innovations dans les structures de financement que je pense que tous les acteurs peuvent aider à mettre en place, notamment les conseils financiers, les conseils juridiques, les promoteurs eux-mêmes, les experts techniques. Ensuite, le deuxième point pour moi, c'est de garantir qu'il y a une expertise autour du projet. Une expertise dans l'implémentation du projet, c'est-à-dire dans la construction et ensuite dans l'exploitation des actifs qui doivent générer des revenus. Une fois que les investisseurs ont compris qu'il y a une assurance sur ces aspects liés à l'après-construction, ils sont plus enclins à donner des financements. Et puis enfin, pour moi, le dernier point qui a été souligné par presque tout le monde, mais qui est finalement un élément indispensable, c'est le soutien public. Et le soutien public s'inscrit dans le cas où on a vraiment des pôles urbains qui eux-mêmes s'alignent sur la stratégie de l'État en termes de schéma directeur, en termes de développement des villes. Voilà pourquoi il faut intégrer toute la réflexion et ne pas faire de petites promotions immobilières, même si il faut faire travailler les sociétés, mais il faut s'inscrire dans des choses beaucoup plus globales qui vont avoir des retours importants et qui vont faire intervenir différents acteurs sur la chaîne de valeur à hauteur de ce à quoi ils doivent contribuer. Merci beaucoup à tous pour le panel et pour ces échanges. Merci Hassan. Moi, ce que je voulais rajouter là-dessus, vous avez évoqué quasiment tous les sujets, c'est qu'on puisse avoir des documents clairs, simples. Je parle du plan d'urbanisme. On a besoin d'avoir des plans d'urbanisme qui ne bougent pas, c'est-à-dire des plans d'urbanisme qui sont d'abord discutés entre nous, accordés et qui ne bougent pas. Parce que lorsqu'on fait un actif, qu'on fait un programme de villa et qu'on se rend compte que juste après, quelqu'un va venir faire un immeuble R+8, on déprécie forcément la valeur des actifs du résidentiel qui est là. Donc c'est important que nos plans d'urbanisme soient clairs, diffusés et qu'ils soient respectés et qu'on puisse avoir des guidelines là-dessus et qu'ils soient accessibles. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs, pour avoir le plan d'urbanisme, pour juste la petite info, on est obligé d'aller faire une demande avec les documents pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a le droit de construire sur notre parcelle de terrain. Alors que c'est des documents normalement qui doivent être publics, accessibles, et sur Internet, qu'on puisse savoir de quoi, qu'est-ce que mon voisin est en train de construire, est-ce qu'il a le droit d'aller plus haut. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra réguler cela. L'autre sujet que je pense également qui est important, c'est d'avoir une fiscalité, je dirais, intelligente sur la partie immobilière, qui accompagne l'immobilier. Je pense qu'il y a aujourd'hui, on parle tous d'environnement, et c'est important de se dire que des projets qui sont certifiés, qui respectent, où des promoteurs ont fait des efforts, puissent bénéficier d'une certaine baisse fiscale sur certains sujets. Et je pense que ce sujet, j'espère vraiment qu'il y aura qu'on pourra, je compte sur Williams pour organiser cela, qu'on pourra vraiment faire des tours de table très techniques sur lesquels on pourra discuter de ces sujets.
Et l'autre sujet également que je voulais évoquer, c'est qu'on puisse nous se professionnaliser dans notre métier et avoir des spécialités. Et je dis, c'est toujours important que chacun fasse son métier, que personne n'essaie de faire le métier de l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra se spécialiser, se compléter et ne pas se taper, parce que le gâteau il est énorme et il faut qu'on arrive à cela. Et après, en tant que panafricain, je reste convaincu que ces sujets immobiliers et urbanisme, il faudrait qu'on puisse les développer à l'échelle sous-régionale. Aujourd'hui, on discutait, on voit que les mêmes acteurs ici, on les retrouve au Sénégal, on les retrouve au Togo, on les retrouve partout. Donc c'est important qu'on puisse uniformiser, parce qu'on est quand même, on est large, mais on est quand même un petit marché sur la partie immobilière. Donc c'est important qu'on puisse avoir les mêmes règles partout et qu'on puisse pouvoir intervenir sur cela. Et merci beaucoup, merci à tous. Mon dernier mot va porter sur la question qu'il a posée en ce qui concerne les devises qui peuvent être apportées ici. Je crois qu'effectivement, comme les revenus sont générés en CFA et qu'on peut avoir des prêts à l'extérieur en dollars ou dans d'autres devises, c'est de penser aussi à mettre en place des couvertures de taux de change. Voilà, parce que bon, je sais que ce n'était pas très couru sur notre marché, mais nous avons vu récemment un certain nombre d'opérations où des entités publiques ou même des entreprises privées qui ont de la dette en dollars ont recouru à une couverture de taux de change pour mitiger le risque. Comme le dollar s'apprécie rapidement par rapport au CFA, donc pour le même montant en dollars, vous êtes obligé de fournir plus de CFA. Donc c'est un gros risque pour une entreprise parce que vous n'avez pas une bonne visibilité sur l'avenir. Donc on sait faire aussi, donc le cas où effectivement il y a nécessité de mettre en place ce genre de taux de couverture de taux de change, nous sommes disponibles pour pouvoir aider. Merci. Merci à tous. Moi, si je peux juste dire un truc, c'est pour moi liquidité égale facilité de sortie. L'actif financier se développe dans le temps. Donc à partir du moment où les cadres sont là pour pouvoir avoir des véhicules où on peut sortir facilement, c'est bien. À défaut, on dit qu'on va créer un véhicule, on va mettre des projets et on va vendre des tickets par tranche à chaque étape d'évolution. Si les gens veulent prendre le risque au début, ils viennent au début, il y a de la dette senior, il y a de la MES, il y a du fonds propre, et on distribue les tickets. Si on arrive à un stade, il y a des gens qui veulent sortir, on dit on va aller chercher, si c'est les marchés des capitaux internationaux ou nationaux où on fait un listing de la société, j'en sais rien, et tout ça, vous nous aidez, les différents professionnels du secteur, à cadrer tout ça, le temps que la réglementation catch up et qu'on puisse avoir des produits qui sont fancy comme les REITs, etc. Mais on peut pas, on peut avoir des cadres de concertation où on essaie de faire avancer, mais en attendant, il faut qu'on finance les projets. Donc il faut que, je pense qu'ensemble, on fasse preuve de jugeote pour pouvoir le faire. En tout cas, c'était très instructif. Merci beaucoup. J'espère que ça a été aussi utile pour le public que pour nous autres. Merci.